Le projet de règlement européen va modifier en profondeur l'organisation légale en Europe. En effet, aujourd'hui, informatique et liberté, ce qui est le terme français qui a été repris dans le cadre de l'Union européenne sur le thème de la protection des données personnelles et sous la directive 95/46. C'est cette directive qui a fait que l'ensemble de l'Europe est unifié en termes de protection des données à caractère personnel. En pratique, 80% de la directive 95/46, c'est la loi française. C'est-à-dire que quelque part, nous avons exporté nos droits de l'homme numériques. La Commission a constaté que malgré la transposition dans tous les pays de la directive, il existe énormément de différences. Et que donc aujourd'hui, l'objectif d'harmonisation n'est pas atteint. L'idée, c'est que chaque citoyen européen peut, dans chacun des pays, obtenir la même protection. Tel n'est pas le cas. En conséquence, la Commission, après plusieurs années d'études, a décidé d'un règlement. Un règlement, c'est un autre cadre juridique que la directive. Dans le cadre de la directive, on a un texte et chacun des États transpose ce texte au regard de sa culture, de son organisation légale. Dans le cas du règlement, on est dans un autre système. Le règlement s'applique à l'ensemble des pays immédiatement sous un délai de mise en œuvre, mais sans aucune modification. C'est-à-dire que le texte entre directement dans le cadre légal. Les États n'ont pas la possibilité de le modifier. Les grands principes du projet de règlement peuvent se définir en deux catégories. D'abord, tous les principes fondamentaux, la protection de la vie privée, la protection des personnes, l'information des personnes, tous ces grands principes qui se trouvaient dans la directive 95/46 ont été repris dans le projet de règlement. Mais et ça, c'est la deuxième groupe sur lequel je vous propose de centrer certains éléments. C'est de nouveaux principes. En l'occurrence, trois grands nouveaux principes. Le premier, le droit à l'oubli. Le deuxième, le principe du minima. Et le troisième, le formatage et la remise des données sous un format pouvant être réutilisé. D'abord, le droit à l'oubli. C'est un droit qui, depuis très longtemps, demandait à entrer dans le cadre informatique et liberté. Le droit à l'oubli, c'est un élément essentiel qui fait que chacun d'entre nous ne retrouve pas son avenir mêlé de son passé. L'idée, c'est de faire de chacun d'entre nous le comptable, l'archiviste, le procureur de ce passé. Bien évidemment, le droit à l'oubli ne doit pas porter atteinte à la liberté d'expression et ne doit pas porter atteinte aussi à la mémoire de l'histoire. Elie Wiesel, à peu près la phrase est la suivante, le bourreau tue deux fois, la seconde par l'oubli. C'est vrai que l'oubli pourrait faire perdre la mémoire des victimes. Donc quelque part, il y a un équilibre qui devait être trouvé entre le devoir de mémoire, la liberté d'expression et ce droit à l'oubli. C'est dans ce cadre qu'a été introduit un principe général, sauf exception, que chacun d'entre nous peut contrôler la diffusion des informations passées par rapport à son avenir. Le deuxième grand principe, c'est le principe de minima. Un principe essentiel qui fait une différence fondamentale entre l'approche de l'Union européenne et l'approche américaine. L'Union européenne a décidé de mettre un haut niveau de protection pour les données à caractère personnel. C'est l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux et c'est l'article 16 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui déclare que la protection des données personnelles est un droit fondamental. Dans le principe de minima, qui n'existe pas dans la directive 95/46, c'est un principe qui dit qu'a priori, les données sont utilisées de manière anonyme et qu'on utilise des données qui sont nominatives que par exception. Et encore après avoir justifié qu'il n'est pas possible d'atteindre le même but en procédant d'abord par l'anonymisation.
Ce principe de minima montre bien la différence d'approche avec les États-Unis, pour lequel il y a une très grande liberté. Il y a une protection des données personnelles, mais il n'y a pas un cadre général. On trouve cette protection au niveau fédéral et dans les différents États. C'est plutôt une approche de droit de la consommation plutôt qu'une approche de droits fondamentaux. Et dans ce cadre, le principe de minima pourrait mettre en retard l'Union européenne, notamment sur le big data. Mais d'un autre côté, on pourrait penser que cette obligation de minima puisse permettre l'émergence de nouvelles technologies où la donnée nominative n'est plus utilisée en tant que telle et que le haut niveau de protection que l'Union européenne permet d'acquérir va créer de la confiance pour un meilleur échange des données en Europe. Dernier grand principe, il y en a d'autres, mais moins important, dernier grand principe, c'est le principe d'un retrait des données sous la forme d'un format utilisable. L'idée générale, c'est que chacun d'entre nous puisse retrouver auprès d'un responsable de traitement la copie de ces données et que celui-ci soit dans l'obligation de remettre ces données dans un format facilement lisible. Un peu, c'est l'idée de la portabilité de ces données, comme on l'avait eu pour le numéro de téléphone. Chacun d'entre nous pouvant collectionner ces données à travers les responsables de traitement et les mettre dans un ensemble sous un format compatible pour être réutilisé. Dans le cadre de la mise en place des obligations pour le responsable de traitement, il y a un élément important, c'est la suppression des formalités préalables. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce contrôle ex post. Les responsables de traitement ne devront plus faire de formalités auprès des autorités de régulation. Mais par contre, ils devront respecter une obligation d'accountability. Accountability, cela veut dire responsable d'une réalisation. En fait, l'idée générale, c'est que l'ensemble des applications soient documentées de telle manière à ce que le responsable du traitement prouve, lorsque l'autorité de régulation, type CNIL, fait un contrôle, que l'ensemble des obligations informatiques et libertés sont bien mises en place. L'idée générale, c'est que la conformité est une obligation de preuve qui repose sur le responsable des traitements et non pas l'obligation pour l'autorité de régulation de prouver que l'entreprise a manqué à ses obligations informatiques et libertés. Cela entraîne pour l'entreprise une charge de documentation extrêmement importante. C'est une modification assez radicale de l'approche informatique et liberté et je ne suis pas sûr que le gain venant de la suppression des formalités n'ait pas été complètement absorbé par le coût de la mise en place d'un processus d'accountability. A priori, c'est toutes les entreprises. Quand je dis toutes les entreprises, c'est entreprises supérieures à 250 personnes. Le nombre de personnes n'est pas encore totalement stabilisé, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur, oui. Le fait de documenter toutes ces applications et de prouver que le consentement a été donné, que l'information a été donnée, va modifier le modèle conceptuel de données, par exemple sur les durées de conservation, et il y a une nouvelle approche de la gestion des données personnelles, oui, tout à fait. De manière parallèle à l'obligation d'accountability, a été mise en place une obligation d'étude d'impact des risques. L'idée, c'est que les données à caractère personnel, non seulement elles doivent être conformes, mais il faut faire des études de risque si demain il y avait une violation de sécurité. Les applications stratégiques, les applications à risque tenant liées à la santé, à la biométrie, aux enfants ou les méga bases de données, pour ces applications, il faudra faire une étude des risques, préalable bien évidemment à la survenance du risque. Et en cas de survenance du risque, il faut avoir un programme de gestion de la difficulté, programme bien évidemment écrit et documenté, qui permettra à l'entreprise de mettre en œuvre immédiatement des mesures de sécurité qui n'avaient pas été prises pour éviter que la violation de sécurité continue. Il existe aujourd'hui quelques ouvrages, pas nombreux,
il y a des groupes de travail qui se sont mis en place. La Commission devra peut-être donner des éléments de référence. Les autorités de régulation informatique et liberté sont en train de réfléchir dans le cadre du groupe de l'article 29 qui relie l'ensemble des hautes autorités de régulation des données à caractère personnel, des éléments de réflexion. Il y a là un nouveau business pour les consultants. Il existe quelques sites spécialisés sur l'impact assessment parce que cette obligation existe dans d'autres pays. Une modification très importante en matière de sécurité, c'est l'obligation de notification des failles de sécurité. Aujourd'hui, cette obligation qui pèse sur les opérateurs de communication électronique, c'est-à-dire notamment les opérateurs de téléphonie. Lorsqu'il y a une violation de la sécurité, ils doivent le notifier à la CNIL ou son équivalent dans les autres pays. Le projet de règlement prévoit une obligation de notification de la même manière auprès de l'autorité de régulation dans un délai extrêmement bref qui ne peut dépasser 24 heures. Et dans ce cadre de ce délai, la haute autorité de régulation de la protection des données personnelles prendra une décision si elle doit informer l'ensemble des personnes concernées par la violation de sécurité pour qu'eux-mêmes puissent prendre toutes les mesures afin de limiter leur préjudice. Il y a là pour l'entreprise une atteinte extrêmement importante à son image de marque et il sera important pour les entreprises d'anticiper les violations de sécurité et de voir comment construire un dialogue avec ces hautes autorités, peut-être pour minimiser les études, les impacts médiatiques qu'une telle notification ne pourra entraîner. Aujourd'hui, les failles de sécurité ne sont pas connues par les personnes concernées. Elles n'ont aucune obligation de notification. Le grand public, et en tout cas les personnes concernées par les données qui ont été violées en termes de confidentialité ou plus généralement aussi de sécurité, intégrité, ne sont pas au courant. Il y a là un compromis qui devra être trouvé entre l'entreprise qui subit cette violation de ses obligations de sécurité, la personne concernée et les hautes autorités qui savent bien que les risques médiatiques sont aussi importants en termes d'atteinte à l'image de l'entreprise. L'idée, c'est que dès que vous avez la connaissance en tant que direction générale d'une faille de sécurité, c'est-à-dire que la confidentialité, par exemple, de vos données carte bancaire, relevé de compte ou tout simplement dossiers médicaux, dès que vous en avez connaissance, vous devez prévenir la CNIL. Ou pour les autres pays, l'autorité compétente, bien sûr. Pour l'instant, le projet de règlement n'est pas en vigueur, mais à terme, il faudra sûrement des éléments de ce type et peut-être renforcer le personnel de la Commission parce qu'il y a énormément de failles de sécurité. Et on peut supposer aussi que la mise en place de ce projet de règlement aura pour conséquence la minimisation des failles de sécurité, l'augmentation des études a priori sur la sécurité, de telle manière à essayer d'anticiper au maximum la possibilité de survenance des failles pour les éviter. Le CIL va évoluer. Aujourd'hui, le CIL est déterminé, les obligations du CIL sont déterminées par l'article 22 de la loi informatique Vichy Liberté. Dans les termes suivants, le CIL assure la qualité des systèmes de telle manière à ce qu'ils soient en conformité avec la loi informatique et liberté. Cette notion de assure, c'est de l'assurance qualité, c'est-à-dire de l'adéquation, de la conformité. Il n'est pas responsable en tant que manquement aux obligations de conformité. Les obligations de conformité pèsent sur le responsable du traitement qui n'est pas forcément la direction générale, ça peut être la direction métier, direction des ressources humaines ou direction du marketing ou du fichier client. Donc le CIL aujourd'hui est un CIL qui est responsable éthiquement, mais qui n'est pas responsable pénalement de ces manquements aux obligations de conformité. Demain, le CIL 2 ne sera plus un responsable de l'assurance qualité, mais sera en fait un conseiller
de la direction générale ou du responsable du traitement, et sera surtout un contrôleur, en anglais to monitor, c'est-à-dire à la fois surveiller et contrôler, une sorte de commissaire aux données internes, une sorte d'auditeur particulier qui veillera à ce que l'ensemble des obligations de conformité, les grands principes de la directive 95/46, mais aussi le principe de minimal, accountability, privacy by design ou les études d'impact ont bien été mises en place à tous les niveaux de l'entreprise. C'est un véritable nouveau service qui est mis en place, service interne ou service externe, qui permettra à l'entreprise d'être en posture informatique et liberté de telle manière à ce que chaque citoyen en Europe puisse considérer que les données qui sont les siennes et qui ont été traitées par tel ou tel responsable de traitement l'ont été en protection avec ces impératifs, notamment de sécurité. Le SIL devrait être obligatoire, aujourd'hui il est facultatif, pour les entreprises de nouveau supérieures à 250 personnes, chiffre qui n'est pas forcément totalement stabilisé. L'idée générale, c'est vraiment d'obliger les entreprises d'avoir une sorte de bilan de la protection des données personnelles, comme on a un bilan environnemental ou comme on a un bilan comptable. La loi informatique et liberté s'applique à tous les traitements, manuels ou informatisés. Il est évident que mettre en place un haut niveau de protection des données à caractère personnel rencontre a priori l'aspiration des citoyens, notamment avec le développement des réseaux sociaux. Pour pouvoir continuer à échanger des données à caractère personnel, il faut créer de la confiance et le projet de règlement s'inscrit dans ce cadre. La confiance pour pouvoir échanger, la confiance aussi pour pouvoir récupérer ces données, la confiance pour contrôler ces données. Mais il y a peut-être une autre voie, c'est que la directive 95/46 a créé un ensemble de droits de la personnalité, le droit à la protection de la vie privée, le droit d'information, de questionnement, de modification, qui sont des droits de protection. Mais on peut aussi anticiper que demain, les citoyens réclament non pas une protection, mais une propriété. Chacun d'entre nous a tendance à dire c'est mes données, c'est mon nom, c'est mon prénom, c'est mes informations. Ce possessif ne renvoie pas aujourd'hui à un cadre de propriété et on peut s'interroger si on n'est pas en face d'une défaillance des cadres juridiques, que si le projet de règlement peut-être ne va pas suffisamment loin sur la titularité par l'individu de ses droits fondamentaux et parmi ces droits fondamentaux, le droit de propriété de ces données, plus encore le droit de souveraineté de ces données qui lui permet d'être le censeur, le contrôleur et de manière générale le pilote de ces données à caractère personnel.